Merhaba, mesdames et messieurs, couple en mission bébé, et bienvenue dans mon petit théâtre médical. Moi, c'est le docteur Senaya Aksoy, votre expert en infertilité basé à Istanbul. Oui, la ville où même les mouettes semblent planer à Andoua, comme pour nous narguer avec leur fertilité naturelle. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui concerne tout le monde. Évaluation de la fertilité chez les femmes et les hommes infertiles, ce que vous devez savoir. Parce que faire un bébé, comme vous savez, c'est un travail d'équipe, pas une performance solo. Alors, prenez un café, installez-vous confortablement et partons explorer ce mystère ensemble. Sans panique, sans piqûre pour l'instant. Juste un peu de lumière sur vos ovaires, vos spermatozoïdes et tout ce qui se passe dans les coulisses. Imaginons la scène classique. Vous êtes marié depuis 3 ans, votre belle-mère commence à poser des questions subtiles, genre « Alors, ce petit-fils, il est où ?» Dans le four ou toujours dans le placard. Vous seriez Jean, mais intérieurement, vous vous dites « Ça fait un moment qu'on essaye là et rien ne se passe. » Ou peut-être que vous êtes une femme célibataire, la trentaine, bien tassée, et vous voilà dites « Bon, j'ai congelé mes rêves de vacances à Bodrum, pourquoi pas mes ovocytes aussi. » Et messieurs, ne vous cachez pas derrière votre journal. Peut-être que vous vous demandez en secret « Et si c'était moi le souci ?» Mes petits nageurs savent nager ou ils font la planche. Eh bien, l'évaluation de la fertilité, c'est la première étape pour répondre à toutes ces questions. Parce que vos organes reproducteurs, mes amis, ne viennent pas avec une notice IKEA. Parfois, ils montent un meuble bancal sans vous prévenir. Commençons par vous, mesdames. Quand vous venez me voir en disant « Docteur, j'ai l'impression que mes ovaires sont en mode grève générale », je commence par jouer au détective. D'abord, vos règles. Elles sont régulières comme une horloge suisse ou elles débarquent comme un taxi à Istanbul. Parfois oui, parfois non. Parfois avec un détour imprévu. Ensuite, on passe aux hormones. On fait un petit bilan sanguin pour checker les décitars comme l'AMH, l'hormone antimullérien, qui nous dit combien d'ovocytes il nous reste en stock. C'est comme ouvrir votre frigo. Bon, combien d'œufs pour le gâteau du futur? 10, 15. Ou juste des miettes. On regarde aussi la FSH, la LH, le stradiol, des noms barbares, je sais, mais ce sont les chefs d'orchestre de notre système reproducteur. S'il joue faux, ça peut expliquer bien des choses. On mesure aussi la prolactine et la TSH pour voir s'il y a d'autres problèmes qui empêcheraient une conception. Et vous, monsieur, ne croyez pas que vous allez y échapper. Quand un couple galère à concevoir, dans 40% des cas, il y a un petit couac côté masculin. Oui, désolé, la virilité ne suffit pas toujours. On commence par un spermogramme. Alors là, je vois vos yeux s'écailler. Quoi, docteur? Vous voulez que je fasse quoi dans un petit pot? Relax, c'est rapide. Et je ne vous regarde pas par la fenêtre. On analyse vos spermatozoïdes, combien sont-ils, des millions ou juste 3 qui se battent en duel? Est-ce qu'ils nagent droit ou est-ce qu'ils tournent en ronde comme des touristes perdus à Taksim? On regarde aussi leur forme parce que, croyez-moi,
S'ils sont deux têtes ou pas de queue, ils ne vont pas gagner la course. Parfois, c'est une question d'hormones, aussi testostérone, FSH, ou même un blocage physique, comme des tuyaux bouchés. Bref, on met tout sous le microscope, littéralement. Pour les femmes, maintenant, venons aux examens. La technologie au secours de deux sexes. Pour les femmes, on sort l'artillerie lourde, l'échographie pelvienne. Alors là, mesdames, je deviens un explorateur, un Indiana Jones des ovaires, avec ma trusty baguette à ultrasons. Pas de fouet, juste une sonde. On commence par la poser sur votre ventre ou parfois par voie endovaginale. Oui, je sais, ça sonne comme un gadget de Star Wars, mais c'est rapide, endovore, et ça nous donne une vue VIP de l'intérieur. L'objectif est passer vos organes reproducteurs au détecteur de mensonges pour voir ce qu'ils cachent. On commence par les ovaires. D'abord, leur taille. Sont-ils bien jouffus comme des gâteaux fraîchement sortis du four ou raplapla comme une vieille galette oubliée? Ensuite, on compte les follicules, ces petits sacs où vos ovocytes attendent leur moment de gloire. S'il y en a plein, genre 15 ou 20, je me dis, oh, une équipe de foot prête à marquer des buts. Mais s'il y en a que 2 ou 3, ça peut signaler qu'une réserve ovarienne qui fait la sieste, souvent liée à l'âge ou à une insuffisance ovarienne précoce. Mais ce n'est pas tout. Parfois, les ovaires me racontent une autre histoire. Par exemple, avec le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. Ils sont couverts de petits follicules comme des perles sur un collier bling-bling. Mais aucun ne veut sortir pour danser l'ovulation. Ou alors, je tombe sur un kyste ovarien, une poche de liquide qui squatte un peu comme un voisin bruyant qui refuse de partir. Ça peut être un kyste fonctionnel qui disparaît tout seul comme un mauvais rhume, ou un kyste plus sérieux, genre endométriome, une marque de l'endométriose qu'on appelle aussi le chocolat, à cause de sa couleur sombre. Oui, je sais, rien de gourmand là-dedans. Et puis, il y a les tumeurs ovariennes. Parfois, l'écho montre une masse bizarre, solide, liquide ou un mix des deux. Là, je mets mon chapeau de détective. Est-ce que bénin, comme un kyste dermoïde avec des cheveux ou des dents? Oui, ça existe et c'est flippant comme un film d'horreur. Ou est-ce qu'il faut aller plus loin pour vérifier si c'est malin? Rassurez-vous, la plupart du temps, c'est bénin, mais on ne rigole pas avec ça. Ensuite, direction l'utérus, la maison du futur bébé. On regarde la moquette, alias l'endomètre. Est-elle bien épaisse ou moelleuse, prête à accueillir un embryon, ou fine comme une feuille de papier à cigarette? Si elle est trop épaisse en dehors de l'ovulation, ça peut créer l'hyperplasie, un excès de tissu, souvent hormonal, ou alors je vois des polypes, ces petites excroissances qui pendouillent comme des galactites dans une grotte. Pas méchants en général, mais ils peuvent gêner l'installation de bébés. Et les fibromes, parlons-en. Ces boules de muscles dans l'utérus, c'est comme des colocataires envahissants. S'ils sont petits et bien placés, ils ne posent pas de problèmes, mais s'ils déforment la cavité ou bloquent l'entrée, ils peuvent jouer les troubles faits pour une grossesse. L'écho me dit où ils sont, dans la paroi, sous la muqueuse ou dehors. Et leur taille, genre petit pois ou melon, ça change tout.
On vérifie aussi la forme de l'utérus. Parfois, il est rétroversé, penché en arrière, rien de grave, juste une variante. Mais s'il est cloisonné, bicorne ou carrément en forme de cœur, des malformations congénitales, ça peut compliquer les choses. Et les adhérences. Si l'endométriose ou une vieille infection a collé les organes ensemble comme du glue, l'écho peut le suggérer. Mais l'échographie ne voit pas tout, surtout pas les trompes, ces petits tunnels où les ovocytes et les spermatozoïdes se disent enchantés. Si elle reste mystérieuse ou si je suspecte un bouchon, genre une hydrosalpinx vue à l'écho, on passe à l'hystérosalpingographie ou ACG pour les intimes. Alors là, accrochez-vous, c'est une aventure à part entière. On injecte un liquide de contraste dans l'utérus via un petit cathéter, rien de terrifiant, mais pas une partie de plaisir non plus, je l'admets. Et on prend des radios pour voir si le liquide circule bien dans les trompes ou il se heurte à un mur comme un livreur bloqué dans les embouteillages à Bosphore. Et le timing, parlons-en parce que c'est crucial. On ne fait pas une ACG n'importe quand, on la programme entre le jour 6 et le jour 12 de votre cycle, après les règles, mais avant l'ovulation. Pourquoi? Parce qu'après vos règles, l'endomètre est tout fin, propre comme un appartement juste nettoyé et on voit bien l'intérieur de l'utérus. Mais il faut absolument être avant l'ovulation, genre avant que vos ovaires ne lâchent un ovocyte dans la nature, pour éviter tout risque si une grossesse surprise était déjà en route. Imaginez, on envoie du contraste et paf, on dérange un petit embryon qui venait de s'installer. Non merci, on joue la sécurité. En général, je dis à mes patientes, attendez que vos règles soient finies, genre jour 5 ou 6, et venez avant le jour de 12. C'est la fenêtre parfaite. Ça dépend un peu de votre cycle, bien sûr. Si vous avez des cycles courts comme un sprint ou longs comme un marathon, on ajuste. L'ACG nous montre si vos trompes sont ouvertes comme une autoroute flambant neuve ou bouchées par des cicatrices, une vieille infection ou même l'endométriose qui a laissé des barricades. Et bonus, elle peut aussi révéler des anomalies dans l'utérus. Une cloison, un fibron mal placé qu'on n'aurait pas bien vu à l'écho. Parfois, miracle, le passage du liquide débloque une trompe paresseuse, un peu comme un plombier qui dégage un tuyau. Mais ne rêvez pas trop, ça n'arrive pas à tous les coups. Et pour les hommes, parfois une échographie des testicules pour checker une varicocèle, des veines dilatées qui surchauffent les moteurs, ou une anomalie gendre, kyste ou torsion passée inaperçue. On joue à Sherlock Holmes des deux côtés, je vous dis. Alors, qu'est-ce qu'on trouve souvent? Chez les femmes, ça peut être le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, où vos ovaires produisent plus de follicules qu'un casting pour une série Netflix, mais oublient d'ovuler. Ou alors une endométriose où le tissu utérin squatte là où il ne devrait pas, comme un voisin trop collant. Parfois, c'est l'âge. Après 35 ans, vos ovocytes commencent à dire « on a fait notre temps ». Où est la retraite? Chez les hommes, ça peut être un faible compte de spermatozoïdes, peut-être à cause du stress, des jeans trop serrés ou des soirées prolongées devant la PlayStation, ou un problème mécanique, genre une ancienne blessure ou une infection qui a laissé des traces. Mais écoutez-moi bien, dans 30% des cas, c'est un mix des deux.
Madame et monsieur ont chacun leur petit rôle dans cette comédie. Pas de panique, c'est normal et surtout, c'est souvent repérable. Alors, et après, les solutions pour tous. Une fois qu'on a le diagnostic, les hormones, les échos, les spermogrammes, on s'assoit et on discute. Moi, je ne suis pas là pour vous dire, bon, c'est mort, adoptez un chat et appelez le bébé. Non, on regarde les options. Pour les femmes, ça peut être des médicaments pour booster l'ovulation, un peu comme donner un coup de café à vos ovaires. Pour les hommes, des vitamines, un changement de lifestyle ou, dans certains cas, une petite intervention. Si ça ne suffit pas, on passe à l'équipe de choc. L'insémination ou la fécondation in vitro où on joue les entremetteurs entre l'ovocyte et spermatozoïde dans un labo. C'est comme un rendez-vous arrangé mais avec des blouses blanches et des microscopes. Alors, voilà, mes amis. Femmes, hommes, couple, enquête de cigogne, l'évaluation de la fertilité, c'est comme une carte au trésor. Ça peut sembler intimidant, un peu bizarre, surtout pour vous, messieurs, avec le petit pot. Mais c'est le premier pas pour comprendre ce qui bloque. Avec un bon guide, coucou, c'est moi, Dr Senhay Aksoy, et un peu de patience, on trouve souvent le chemin. Si vous avez des doutes, venez me voir par exemple à Istanbul ou restez scotché à mes vidéos. Allez, prenez soin de vous, parlez-en à deux et à bientôt pour une prochaine aventure, peut-être avec un berceau en bonus. Ciao, ciao.